Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse pour commencer à la situation difficile du quotidien La Marseillaise, un journal créé pendant la Résistance. Nous irons sur l'île de Malte pour découvrir une langue atypique, synthèse de plusieurs mélanges. Au Maroc, nous nous intéresserons à la production des dates. Des unités de valorisation ont été créées récemment. Enfin, la séquence mémoire avec une plongée dans les eaux de la réserve de Scandola en Corse à la rencontre des Mérous. Pour que vive la Marseillaise, c'est le credo des lecteurs et salariés du quotidien créé pendant la Résistance, un journal confronté à de grosses difficultés financières. Après le départ de 91 salariés, de nouvelles suppressions de postes viennent d'être annoncées. Beaucoup s'activent pour que le titre ne disparaisse pas et avec lui le pluralisme de la presse dans la région. À quelques encablures du Vieux-Port et depuis plus de 70 ans, le journal La Marseillaise résiste. On est parti, Zou. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Salut Sylvain, ça va? Comme tous les jours, la conférence de rédaction s'organise. Elle réunit des journalistes de la cité phocéenne et à distance ceux de Gardanne, Aix, Martigues et La Ciotat. Aujourd'hui, on a Florent qui est déjà sur le terrain, qui est au conseil municipal, qui n'a que 130 dossiers, donc ça devrait se passer plutôt vite. Et on a la grève reconduite à la poste, donc Oriol, la Bouilladis, tout ça. Même si les conditions de travail sont chaque jour plus compliquées, la Marseillaise reste une exception dans le paysage médiatique français. Quotidien régional d'opinion, proche du Parti communiste, il reste indépendant de tout grand groupe financier. Autour de 15 000 exemplaires seraient vendus chaque jour dans 6 départements du Sud-Est. Clandestin à son commencement, créé par le Front national de lutte pour la libération, son histoire remonte à 1943. Dès le début, sa ligne a été la résistance. Assurée par l'action des résistants, promouvoir l'action des résistants pour libérer le pays, avoir son indépendance et pouvoir s'atteler à redresser le pays. À la Libération, les rédacteurs du journal investissent les locaux du Petit Marseillais, journal collaborationniste dont les ouvriers du livre sont entrés en résistance. Et aujourd'hui, alors que la situation pourrait être meilleure pour tout le monde, que le rôle du journal, c'est encore d'être fidèle à son ADN, résister et résister aujourd'hui. Résister, c'est en effet le maître mot pour les salariés. En péril depuis plusieurs années, la Marseillaise est rachetée en avril 2015 par les éditions des Fédérés, créées par le Parti communiste. Un vent d'espoir qui ne soufflera pas longtemps. Après le départ de 91 salariés sur 208, le tribunal de commerce en novembre 2016 place de nouveau le quotidien en redressement judiciaire. Il nous faut un modèle économique, je pense qu'on va le trouver. Il faut qu'on nous laisse un peu le temps de le consolider. C'est-à-dire que c'est un journal qui a redémarré. Il a à la fois une histoire longue, de plus de 70 ans, et en même temps, il est dans sa structuration économique l'équivalent d'une petite et moyenne entreprise. Organisée par notre confrère La Marseillaise, une grande manifestation populaire a fait durant 2 jours le plein du Palais des Sports. Sous le titre générique des 30 heures de La Marseillaise, ce sont en réalité plusieurs spectacles et diverses réunions qui ont drainé sous l'immense verrière du Parc Chanot plus de 60 000 personnes entre samedi 14h et hier soir. Les fêtes, les concerts, les grandes réunions. Beaucoup de lecteurs restent profondément attachés à la Marseillaise. Pas question pour eux de la voir disparaître. Le local des anciennes rotatives, à l'arrêt depuis avril 2015,
est devenue l'Agora des Galériens, où les événements se succèdent pour trouver des fonds. Ce jour-là, les œuvres de Guy et Thierry Chauvelot sont vendues au profit du journal. Son président, le communiste Alain Ayot, est venu soutenir l'initiative. Nous sommes dans la nécessité de faire appel à tous ceux qui veulent que vivent dans cette France méridionale, du côté de l'Occitanie, du côté de la Provence, un grand journal qui sait que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Le soutien des lecteurs et des militants a toujours été vital pour le journal. Sauf qu'aujourd'hui, on ne recueille plus les billets de banque dans une grande lessiveuse. En 2014-2015, l'association des amis a récolté et a donné au tribunal, a remis au tribunal 300 000 €. Donc ça a été décisif, là je l'ai déjà dit, décisif dans le jugement du tribunal qui s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas qu'une volonté politique, théorique, il y avait une volonté vraiment ancrée dans les gens qui mettent la main au porte-monnaie et qui disent voilà, je veux que ce journal y reste et je donne de l'argent. La direction n'a pas souhaité communiquer le montant récolté en 2016 grâce aux dons des particuliers, à la vente de livres ou à la location de la salle pour l'organisation de soirées. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque au minimum 1,2 million dans les caisses et que le simple soutien des lecteurs ne suffira pas. Le déficit du titre est certes dû à la crise de la presse, à une chute brutale de la publicité, mais aussi et surtout à la pétanque. En 1962, le quotidien crée sur une idée de Paul Ricard un événement devenu incontournable, le mondial La Marseillaise à pétanque. Mais ces dernières années, l'association organisatrice n'a pas versé au journal la part des recettes qui lui revient, soit la bagatelle de 800 000 €. Mars Actu, journal en ligne né à Marseille en 2010, puis relancé en 2015 par ses journalistes, a enquêté sur le sujet. Ce conflit à lui seul a quasiment mis la Marseillaise au redressement judiciaire, au tribunal de commerce. Il y a des difficultés conjoncturelles de publicité, mais le mondial à pétanque fait partie des deux points durs qui sont évoqués à chaque fois au tribunal de commerce. Ça met en danger la Marseillaise. Pour Mars Actu, la presse doit pouvoir aujourd'hui exister librement, en dehors de grands événements commerciaux, des subventions ou de la publicité. Il y a un modèle économique pour faire exister une presse libre, indépendante, qui essaie de porter les valeurs du journalisme, c'est-à-dire l'enquête, le travail le plus sérieux possible, du reportage, du décryptage. Et on pense qu'à l'échelon local, ce levier est possible en s'appuyant d'abord sur une communauté d'abonnés qui cherche à avoir ce ton-là dans le paysage de la presse quotidienne régionale. Si Mars Actu espère atteindre son équilibre d'ici 3 ans, la Marseillaise, elle, cherche encore son modèle économique, malgré une récente hausse de 15% des abonnements. Sa disparition serait en tout cas une très mauvaise nouvelle pour le pluralisme de la presse, au moment où la montée des extrêmes se fait de plus en plus tangible. Au cœur de la Méditerranée, l'île de Malte possède 2 langues officielles, l'anglais et le maltais, une particularité linguistique qui s'explique par le passé de ce territoire de 400 000 habitants. Quand on se promène dans les rues de La Valette, au détour de chaque conversation, il n'est pas rare de percevoir des accents italiens, anglais ou arabes. Rien d'étonnant. Le maltais est le résultat de tous ces mélanges. Cette langue est l'une des plus anciennes encore vivantes. Son origine remonte au IXe siècle. Aujourd'hui, elle est parlée par 95% de la population. Malte, un pays qui offre la particularité de posséder 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. Une dualité que l'on vit naturellement ici. Au sein de la Bibliothèque nationale de La Valette, on trouve des ouvrages dans ces 2 langues. Giuseppe Brinca est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes de la langue maltaise. Auteur de nombreux ouvrages de référence, il n'oppose pas l'anglais avec sa langue maternelle. Il préfère avancer la notion de complémentarité. Pour nous, il n'y a rien de plus logique que de s'exprimer en maltais.
On ne se pose même pas la question, c'est naturel. Avec l'anglais, il n'y a pas de problème. Les films, la télévision, le cinéma sont bien sûr diffusés dans cette langue. La plupart des journaux et la radio aussi. L'usage de l'anglais est important dans notre île. Mais il n'y a pas d'opposition avec le maltais, on le vit très bien. Tout commence sur les bancs de l'école. C'est pourquoi une loi scolaire de 1999 précise que le maltais et l'anglais sont les deux langues d'enseignement de la maternelle à l'université. Un bilinguisme généralisé, appliqué le plus naturellement dans cette île. Chez nous, on ne fait pas de différence entre la pratique de l'anglais et celle du maltais. Parce que l'école ne doit pas être que le reflet de la société qui l'entoure. L'anglais et le maltais sont nos deux langues officielles. C'est notre réalité. Voilà pourquoi on la retrouve dans nos écoles. Cours de langue maltaise dans une classe de 3e. L'éducation nationale, là-bas, privilégie le multilinguisme. Une politique qui reçoit le soutien du Parlement européen. Mais les textes de loi sont une chose, la pratique une autre. Ces règles sont assouplies suivant la provenance des élèves. Ce principe du bilinguisme peut varier suivant la population concernée. Eh bien, la prédominance du maltais ou de l'anglais dépend de l'origine de nos élèves. À partir de là, on s'adapte. Si on prend l'exemple de ma classe, dans cette école, la plupart d'entre eux maîtrisent le maltais. Donc, la préférence est donnée à notre langue. Rien de plus logique. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas ailleurs. Avec des élèves venus de l'extérieur, on privilégie l'anglais. Tout est une question d'équilibre, mais cela se fait naturellement. Au-delà du maltais et de l'anglais, tous les élèves du secondaire apprennent une 3e langue, en général l'italien. Ensuite, dans le cycle supérieur, ils ont le choix d'apprendre une autre langue étrangère, en général le français, l'allemand ou l'arabe. Mais le maltais garde toujours la préférence. J'adore parler le maltais, c'est ma langue préférée. C'est important pour nous, mais on connaît aussi l'italien et surtout l'anglais. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. C'est le langage des ordinateurs et de toutes les nouvelles technologies. C'est indispensable de le maîtriser. Cette maison d'édition est l'une des plus anciennes que l'on puisse trouver à La Valette. Elle publie en moyenne une 50aine de livres par an, 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Les 2 tiers sont en maltais, le reste en anglais. On trouve ici des ouvrages d'art, de poésie, mais également des romans et des livres pour enfants. Des éditeurs qui adaptent aussi leur production à l'évolution de la pratique de leur langue. Le maltais reste une langue très complexe, un cas pratiquement unique, que l'on ne trouve pas ailleurs. Et pour nous, les éditeurs, c'est un vrai challenge que de publier des livres en langue maltaise. Tout simplement parce que notre population n'est pas très importante, moins de 450 000 habitants. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à publier en maltais. L'autre difficulté, c'est l'évolution que connaît notre langue ces dernières années, notamment à cause de l'influence des médias, surtout celle de la télévision. Tout cela est dû à l'omniprésence des chaînes anglaises et américaines qui sont majoritaires ici à Malte. Mais je ne suis pas pour autant pessimiste pour le devenir de la langue maltaise. Le plus important reste qu'une majorité de gens continuent à la parler. C'est une langue vivante. Le vrai problème, ce sont les anglicismes de plus en plus présents dans le maltais. Notre langue, forcément évolue, mais elle est toujours bien présente. Réunion au sein du Conseil national de la langue maltaise. Le gouvernement a promulgué une loi pour la défense de sa langue. Il s'agit d'élaborer et de promouvoir une politique linguistique appropriée pour la promotion et la défense de l'identité du peuple maltais. Notre Conseil national, c'est en fait le gouvernement de la langue maltaise.
On propose des lois et on a aussi un devoir de contrôle. On travaille également sur le développement et la diffusion du maltais. On travaille par exemple sur la signalétique dans nos rues. Et si vous vous promenez, vous vous apercevrez que la plupart des informations sont en anglais. Il faut arriver à imposer une double écriture, en anglais, mais aussi en maltais. Il ne faut surtout pas oublier que notre langue est une langue officielle, et à partir de là, on doit être sur un pied d'égalité avec l'anglais. Cette île a toujours été au cœur de l'histoire des empires européens, arabes et ottomans. La langue maltaise n'est jamais que le reflet de toutes ces influences. Aujourd'hui, Malte, avec le Luxembourg, fait partie des pays les plus en pointe pour l'apprentissage des langues. On recense 40 écoles spécialisées dans les séjours linguistiques. Malte prouve ainsi que l'on peut développer le multilinguisme sans pour autant renier son identité. Relancer la production de dattes au Maroc à travers les techniques de pointe pour la recherche. Le Royaume consacre 650 millions d'euros d'investissement pour la filière d'ici 2020. Une partie de la palmeraie a été décimée par une maladie. Pour inverser la tendance, plusieurs unités de valorisation ont été créées. Au cœur de la palmeraie de Djorf, dans l'est du Maroc, les techniques de récolte de la datte n'ont pas changé depuis des lustres. Un coup sec pour trancher la grappe, et voici plusieurs kilos de fruits arrachés à l'arbre. Ce qui est pénible, c'est de grimper. Mais c'est notre métier et nous n'avons pas d'autre choix. Un palmier comme celui-ci peut produire 20 à 30 kilos de fruits par an. Il vient le plus souvent compléter une activité de maraîchage ou d'élevage. Il est l'arbre emblématique des oasis, même si la maladie du Bayoud a desséché une part importante de la palmeraie marocaine au cours du XXe siècle. Le palmier dattier était millénaire au niveau du Maroc, mais il a connu beaucoup de problèmes et il a perdu sa place à l'échelle internationale. Et elle a perdu aussi un grand nombre de pieds de palmiers dattiers. Au début du siècle, il y avait 15 millions. Maintenant, nous n'avons que 5 millions. L'avenir de la palmeraie marocaine se joue dans l'atmosphère aseptisée de ce laboratoire de l'Institut national de recherche agronomique. Ici, à Erachidia, l'organisme d'État recherche, sélectionne les meilleures pousses exemptes de maladies pour les multiplier. On est bien loin de la traditionnelle technique de repiquage des rejets au sein des plantations. Le Maroc a fixé un objectif de plantation de 3 millions de plants d'ici 2020 et seules les techniques de la culture in vitro qui peuvent aider à obtenir ce nombre énorme. En fait, pour la culture in vitro, il y a deux techniques. Il y a l'organogénèse qu'on utilise au niveau du Maroc et il y a l'embryogénèse. Et le Maroc a opté pour l'organogénèse parce que c'est la seule technique qui permet une authenticité variétale fiable. Et l'INRA ne prend pas les choses à la légère. Depuis 5 ans, 25 personnes se consacrent ici à l'amélioration de la culture du palmier. Le laboratoire vient même de se doter d'un séquenceur ADN pour 650 000 €. On continue à toujours essayer de sélectionner et d'identifier de nouveaux clones, de nouveaux génotypes performants. Lorsque je dis performant, ça veut dire en matière de qualité de date, peut-être en matière de résistance aux maladies, en matière d'adaptation, beaucoup de choses. Donc je continue personnellement à faire des prospections au niveau de la nature, au niveau des palmeraie traditionnelles, pour identifier de nouveaux clones. Et qu'on va essayer d'introduire pour la culture in vitro et faire bénéficier les agriculteurs de ces nouveaux clones. Pour l'instant, l'INRA produit 4 variétés de palmiers. Les souches sont confiées à des laboratoires privés agréés par l'État, comme ici à Airfood, qui vont assurer la multiplication in vitro. Ces vitroplants connaîtront ensuite une période d'acclimatation sous serre. Ici, 15 000 palmiers dattiers sont choyés chaque année avant d'être revendus aux agriculteurs à 50 € pièce.
L'avantage acquis par cette façon-là, on peut avoir des plantes saines, résistantes et garanties sur le plan de variété. La variété reine au Maroc s'appelle la Medjool. Charnue et sucrée, c'est celle qui a été choisie dans cette exploitation de 20 hectares plantée en 2013. L'investissement se monte à 400 000 €. Les centaines d'arbres sont arrosés au goutte à goutte. L'eau est puisée dans la nappe phréatique à 90 mètres de profondeur. Ça fait 50 litres par heure. Si tout se passe comme prévu, ces palmiers devraient commencer à produire d'ici 3 à 4 ans. En ce qui concerne la variété Medjool, il y a des modifications dans le calibre, avec les vitroplans, mais les recherches sont toujours en cours, parce qu'il y a des choses que l'on ignore encore sur les maladies ou sur les besoins du palmier. Tout cela est rendu possible par le plan Maroc Vert, 650 millions d'euros d'investissement et de subventions injectés dans la filière d'ici 2020. L'objectif des professionnels du secteur est de réhabiliter la palmeraie existante et de créer 20 000 hectares de culture extensive. On produit actuellement 100 000 tonnes et l'objectif c'est d'arriver à 160 000 tonnes à l'horizon 2020. Ensuite la construction, la valorisation de la production parce que nous avons au début une faible valorisation de la production. Vous savez que la valorisation c'est un créneau très important à développer pour assurer une meilleure commercialisation de la production. Et pour y parvenir, 21 unités de valorisation comme celle-ci ont vu le jour dans le pays grâce au plan Maroc Vert et des financements étrangers. Elles permettent le calibrage, le conditionnement et surtout le stockage en chambre froide. Et en bout de chaîne, c'est la rémunération des producteurs qui sera valorisée. Avant qu'il y ait cette unité, la majorité de la production se vendait au moment de la récolte, en septembre-octobre. Aujourd'hui, nous stockons les dattes dans des chambres froides où elles peuvent rester jusqu'à 1 an. Nous avons introduit la modernité dans le secteur. Le marché de Rissani à quelques kilomètres d'Erfoud. Ici, tout un secteur est consacré au commerce des dattes. Les variétés nobles comme la Medjool se vendent aux alentours de 10 € le kilo, beaucoup plus lors du Ramadan. Rachid Boureski est à la fois producteur et commerçant, un modèle économique qui lui permet de s'en sortir. Nous avons organisé la production en coopérative et nous essayons de convaincre les agriculteurs de ne pas vendre à des intermédiaires, mais de pratiquer la vente directe ou de créer des groupements d'intérêt économique. Les Marocains consomment chaque année 150 000 tonnes de dattes, c'est plus de 4 kilos par habitant. Pour répondre à la demande, le royaume doit en importer un tiers d'Algérie et d'Arabie Saoudite. Le plan de relance du secteur est donc un enjeu économique important. Il est également un outil pour permettre le maintien des populations locales dans les oasis les plus éloignées du pays. La séquence mémoire pour sauvegarder la biodiversité en Méditerranée des aires marines protégées ont été créées. La réserve de Scandola sur la côte ouest de la Corse constitue l'un des plus beaux exemples de ce qu'il faut faire justement pour préserver au mieux la faune et la flore. La multiplication du mérou a entraîné celle de ses proies, des oblades, des sarres ou comme ici des dentilles. L'écosystème rocheux s'y est aussi développé, des éponges ou encore là du mimosa de mer. Autre renaissance, celle du corail rouge, une ressource épuisée jusqu'au grand fond du littoral en Corse et en voie de disparition partout ailleurs en Méditerranée. Il n'y aura jamais trop de mérou. Il n'y a jamais trop de prédateurs dans un milieu. Les prédateurs s'installent suivant les proies disponibles. Si jamais il n'y avait plus assez de proies disponibles, ils iraient ailleurs. Et les mérous qui arriveraient, ils iraient ailleurs. On parle beaucoup du mérou, mais c'est un symbole
Et c'est un indicateur vraiment du bon fonctionnement de tout l'écosystème. C'est ça le bénéfice d'une réserve. Elle sème tout autour. 35 ans sans mouillage, sans pêche, sans chasse, en clair, sans hommes, un lieu où la nature a repris tous ses droits. Cette réserve intégrale de Scandola, ce pari fou des années 70, c'est aujourd'hui un exemple, celui d'une zone maritime très riche dans un environnement intact. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.